Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à tous et à toutes, je suis Héloïse Belay et je suis ravie de vous retrouver en direct de Radio Anthropocène pour ce nouvel épisode de La Chèvre et le Chou. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Clara Lyonnais-Voutaz pour explorer un nouveau sujet lié à la biodiversité des villes. Bonjour Clara. Bonjour Héloïse. Alors, lors du dernier épisode, nous recevions Amélie Deschamps qui nous a parlé de végétalisation urbaine et plus particulièrement de végétalisation participative, donc qui implique directement les citoyens. Si la végétalisation est un des principaux leviers pour favoriser la présence de biodiversité en ville, elle n'est pas suffisante à elle seule. Tout d'abord parce qu'il existe d'autres formes d'habitat pour les espèces et qu'il est nécessaire de les diversifier au maximum. D'ailleurs, diversifier les strates de végétation, la morphologie de ces habitats, les espèces végétales que l'on plante, ainsi que les modalités d'aménagement, c'est aussi quelque chose de nécessaire, mais c'est un autre sujet. Et il est aussi important de retrouver d'autres formes d'habitat parce que créer des îlots de végétation qui ne seraient pas connectés entre eux n'est pas toujours très efficace. En effet, certaines espèces peuvent avoir plus de mal que d'autres à se rendre d'un lieu à un autre. Par exemple, un oiseau aura plus de facilité à se déplacer qu'une petite chenille. Et la biodiversité est comme nous, elle a besoin de se déplacer pour trouver des ressources, mais aussi pour assurer un certain brassage génétique lors de la reproduction. Il s'agit donc de penser un ensemble de réseaux pour que tous ces habitats fonctionnent ensemble. C'est notamment grâce à l'écologie du paysage, un courant de la géographie datant environ des années 1940, que ces questions de continuité écologique sont abordées. Nous allons revenir aujourd'hui sur tout ce vocabulaire et tenter de comprendre de quelle manière est pris en compte ou non le besoin de déplacement des espèces en contexte urbain. Pour cela, nous recevons aujourd'hui Marc Bourgeois, maître de conférences en géographie à l'Université Lyon 3 et chercheur en écologie du paysage. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter? Qui êtes-vous? Quelles sont vos thématiques de recherche? Eh bien, bonjour. Donc, je m'appelle Marc Bourgeois. Je suis rattaché à l'université Jean Moulin Lyon 3. Je suis chercheur au laboratoire Environnement Ville Société. Et je travaille depuis plusieurs années maintenant sur des questions liées à l'écologie du paysage et donc plus particulièrement aux questions de connectivité écologique et donc plus spécifiquement sur la modélisation des déplacements potentiels des espèces animales dans le paysage. Et donc tout ça nécessite de manipuler des données cartographiques à l'aide d'outils qu'on appelle les SIG, systèmes d'information géographique, et à l'aide d'outils plus spécifiques pour caractériser ces réseaux écologiques sur des cartes. Et est-ce que vous travaillez sur des territoires en particulier ? Alors oui, effectivement, à chaque fois qu'on travaille, on va dire un petit peu en général par opportunité. Donc moi, j'avais pas mal travaillé sur la région de Besançon puisque j'ai fait mes études là-bas, et ensuite en arrivant à Lyon j'ai investigué des terrains d'études plus proches de la région lyonnaise, donc entre Lyon et Saint-Étienne, notamment autour de la problématique de l'autoroute A45, et actuellement je suis plutôt maintenant recentré plutôt sur la métropole de Lyon, et encore une fois en fonction des opportunités de travail que l'on a avec les différents financeurs et les différents projets. D'accord. Alors avant de revenir un petit peu plus précisément justement sur tous les outils que vous évoquiez, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur l'écologie du paysage, le champ de la landscape ecology? Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus en détail? Alors oui, donc l'écologie du paysage, c'est une discipline qui a pour... en fait, on pourrait dire que c'est à la fois une sous-discipline de la géographie, à la fois une sous-discipline de l'écologie. En réalité, c'est plutôt une discipline à part entière, mais c'est une discipline qui croise effectivement la géographie et l'écologie. Alors, elle a été définie pour la première fois en 1939 par Karl Troll, mais c'est par un Allemand du coup qui travaillait sur des questions de cartographie de végétation. Il travaillait déjà avec des images aériennes à l'époque, ce qui était assez peu commun. Mais l'écologie du paysage telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est surtout développé dans les années 80 pour différentes raisons. Pour une raison simple qui est que la société
Et la science, on commençait à prendre en compte des impacts délétères des activités humaines sur l'environnement. Et donc, on avait besoin d'investiguer plus précisément ces relations entre les activités anthropiques et les processus écologiques. Et l'autre facteur qui a contribué au développement dans fin des années 80, début des années 90, c'est le développement aussi des capacités informatiques qui ont permis de réaliser tout un certain nombre de calculs, sans rentrer dans le détail, mais des calculs de potentiel, de taille, de forme, de nombre, etc. Des choses qui étaient tout à fait impossibles avant avec juste des cartes manuelles. Mais pour revenir sur la question de l'écologie du paysage, oui, donc c'est une science qui a pour but justement de croiser l'approche fonctionnelle des écologues qui s'intéressent plus donc au processus entre les animaux, pas que les animaux d'ailleurs, il y a également les milieux physiques, la flore, etc. Mais les processus entre les animaux, et les géographes ont plutôt la volonté de spatialiser ces processus. Et donc en fait, en écologie du paysage, on va regarder vue du ciel et essayer d'imaginer par exemple telle forêt qui pourrait constituer une tâche d'habitat, telle haie ou autre qui pourrait constituer un corridor de déplacement. Donc on va essayer de mettre des fonctions écologiques à des entités spatiales. Et donc c'est ça le principe même de l'écologie du paysage. Et du coup, ça emmène à un grand nombre d'applications diverses et variées qui peuvent intégrer évidemment des questions sociétales, puisqu'après on peut évaluer l'impact de certains aménagements sur les déplacements des espèces animales, par exemple. On peut se concentrer plus spécifiquement sur de la science fondamentale, sur quelle est la connaissance que l'on peut obtenir par ce type de modélisation sur telle ou telle espèce. Donc il y a vraiment un champ d'applications divers et variés qui est aujourd'hui encore, je ne dirais pas encore en plein essor, mais disons que reste quand même une discipline à la mode, entre guillemets, puisqu'elle croit justement ces grands enjeux environnementaux avec les activités humaines. Et justement, là, vous évoquiez la question des tâches d'habitat et des corridors de déplacement. Est-ce que, et aussi vous nous avez parlé tout à l'heure de connectivité, justement, qu'est-ce que c'est que la connectivité, qu'une continuité écologique? Et ensuite, quel est le lien entre ce champ disciplinaire et les continuités écologiques? Alors du coup, la question des tâches, en fait, tout se base sur un modèle qui a été théorisé par Richard Foreman et Michel Gaudron dans les années 80. C'est le modèle matrice tâche corridor. En fait, on part d'une carte et sur cette carte, vue du ciel, évidemment, on cartographie ce qui peut être une tâche d'habitat potentiel pour un animal. Donc en général, c'est plutôt un élément assez compact. Imaginons une forêt au milieu d'un champ. Ça, c'est potentiellement une tâche d'habitat pour certaines espèces animales. Et entre ces tâches d'habitat, il peut y avoir des connexions possibles. Alors, ces connexions peuvent être matérialisées soit physiquement dans le paysage, par exemple par une haie ou un ensemble de petits bosquets qui permettent de faire un corridor entre ces tâches d'habitat. Et des fois, c'est un petit peu plus implicite, puisque finalement, entre les tâches d'habitat, des fois, on n'a pas de chemin qui se dessine particulièrement dans le paysage. On a des zones de passage plus ou moins faciles. Il est plus facile pour certains animaux de traverser une prairie que de traverser une autoroute ou une rivière ou une falaise. Voilà, évidemment, il y a des obstacles dans le paysage qui font que le chemin pour aller d'un point A à un point B n'est pas toujours le chemin qui est en ligne droite, mais évidemment est le chemin qui est le plus simple par le réseau. Mais c'est comme nous les humains, pour aller d'un point A à un point B, en ville, on ne va pas escalader les immeubles pour aller tout droit, on va suivre le réseau routier ou piétonnier pour pouvoir parvenir à sa destination, moyennant peut-être des fois quelques petits détours. Donc c'est exactement pareil dans la nature, et justement on essaye de caractériser ces déplacements. Et donc ces déplacements sont rendus plus ou moins faciles dans le paysage selon ce qu'on va appeler la configuration de la matrice paysagère. C'est-à-dire que sur un paysage où on a, mettons, que des champs, des haies et des forêts, les animaux vont pouvoir se déplacer assez rapidement. Encore une fois, tout dépend de quel animal on parle, mais il y a des paysages qui vont être beaucoup plus difficiles à traverser. On pense notamment évidemment aux milieux urbains, et il y a des milieux qui peuvent être ce qu'on appelle très fragmentés par des autoroutes, par des voies ferrées, par un certain nombre d'éléments anthropiques qui font qu'on a beaucoup de résistance au déplacement.
Et donc les espèces animales vont avoir plus ou moins du mal à se déplacer dans ces paysages, et la facilité avec laquelle un paysage va permettre le déplacement des espèces, c'est ce qu'on va appeler la connectivité écologique. C'est-à-dire plus un paysage va présenter des éléments qui facilitent le déplacement des espèces, plus il sera connecté pour ces espèces, et à l'inverse, plus il sera fragmenté, morcelé, avec des éléments barrières ou fragmentants, plus il empêchera le déplacement des espèces et plus la connectivité sera faible. Et donc la connectivité écologique, c'est un processus écologique qui est essentiel pour le maintien des espèces animales dans les paysages, et donc à terme pour le maintien de la biodiversité, puisque ça permet les échanges entre les populations, entre les individus, de manière à ce qu'il y ait assez de ressources pour tout le monde qui puisse se déplacer dans le paysage, et effectivement, comme vous le précisiez tout à l'heure, assurer le brassage génétique des populations, ce qui est une des conditions pour la survie des espèces à moyen terme. Et justement, pour en venir à une dimension plus concrète liée aux aménagements urbains, quels sont les grands enjeux actuels aujourd'hui autour de toutes ces questions dans les politiques d'aménagement, et quelle place occupe cette question ? Est-ce qu'elle est importante ou est-ce qu'elle demeure marginale ? Alors, je dirais que cette question de la connectivité commence vraiment à commencer à devenir très importante dans les politiques publiques, en France en tout cas à partir des années 2010, quand à partir du Grenelle de l'environnement, on a décliné les trams verts et bleus. À partir de ce moment-là, on a commencé à prendre en compte ce que finalement les écologues avaient dit depuis un moment, depuis au moins les années 90, mais sans doute même avant, c'est que ces questions de connectivité étaient essentielles et importantes, et donc ces questions de tram étaient essentielles également à mettre en œuvre. Et donc, à quoi bon proposer un nouvel espace un nouvel espace vert, par exemple, s'il n'était absolument pas connecté, puisque finalement, il ne pourrait pas en tout cas bénéficier à des espèces pour se déplacer ou pour tout simplement y accéder. Après, j'ai envie de dire, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est-à-dire que on ne va pas non plus créer artificiellement un corridor qui traverse totalement la ville de Lyon d'est en ouest, alors qu'on a finalement une rivière, un fleuve, une voie ferrée, un périph', une autoroute, etc. Des éléments qui vont être extrêmement difficiles à traverser, alors qu'on pourrait sans doute considérer des corridors plutôt nord-sud ou des connexions qui sont à minima assurées autour de la ville de Lyon. Sans pour autant qu'il ne faille pas laisser pénétrer la nature en ville, au contraire. Mais en tout cas, ces questions de continuité écologique sont prises en compte, mais à une échelle urbaine, dans un urbain dense, elles sont néanmoins difficiles à mettre en œuvre de manière concrète. Il y a des efforts de fait, notamment toutes les coulées vertes, les plantations de nouveaux arbres, etc., qui peuvent jouer le rôle de corridor. Mais évidemment, dans certains espaces, c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre, et on a des éléments fragmentants qui, de toute façon, ne pourront que difficilement être traversables par les espèces. Et on peut aussi se poser la question, est-il vraiment souhaitable de voir arriver des sangliers en plein cœur de Lyon, par exemple ? Et justement, vous nous parliez des trams vertes et bleues. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur ce dont il s'agit et puis sur les déclinaisons de ces trams que vous avez commencé à évoquer ? Donc en fait, les trams vertes et bleues sont composés initialement d'éléments, comme son indique, verts et ou bleus. Donc on va dire des éléments qui vont être forestiers, mais sans pour autant oublier les habitats aquatiques et semi-aquatiques, comme les amphibiens par exemple, qui peuvent effectuer une partie de leur cycle de vie dans les milieux aquatiques. Donc la question, le problème principal quand il s'agit d'élaborer une trame verte et bleue, c'est d'essayer de préserver ou de restaurer les fonctionnalités écologiques et donc la connectivité sur un territoire donné. Et évidemment, ce n'est pas toujours facile, puisque certains territoires peuvent être très bien connectés en vert et d'autres très bien connectés en bleu, mais pas toujours les deux à la fois. Et donc, pour mettre en œuvre les trams vertes et bleues, c'est quelque chose qui a été
très délicat à faire et en général, les aménageurs ont plutôt eu une approche par sous-trame, sous-trame milieu humide, sous-trame forestière, sous-trame semi-ouvert, etc. Et ensuite, la combinaison de ces différentes sous-trames donnait la trame verte et bleue. Mais aujourd'hui encore, là on parle quand même des choses qui ont été mises en œuvre au début des années 2010, qui ont dû être réalisées assez vite, principalement par les régions, dans le cadre des schémas régionaux de cohérence écologique, les SRCE. Et c'est quelque chose qui a été quand même assez difficile à mettre en œuvre par manque de moyens, de formation. Et en fait, on se rend compte qu'à différentes échelles, on est encore aujourd'hui, en 2025, en train d'essayer de faire des trames vertes et bleues ou de les refaire. Et c'est quelque chose qui, pour l'instant, n'est encore pas fini. Et chaque agglomération, métropole, même des fois à l'échelle communale, on essaie de mettre en place une trame verte et bleue. Ça a moins de sens à des échelles aussi fines, mais néanmoins, on sent une envie de certains élus, en tout cas, d'essayer de mettre en place ces politiques sur leur territoire. Mais c'est pas évident parce que c'est tellement multi-échelle qu'il faut pouvoir travailler à différentes échelles et avec différents territoires. Et d'après vos travaux, est-ce que ces dispositifs sont efficaces ? Est-ce qu'on arrive à mesurer l'efficacité de ces dispositifs pour la biodiversité ? Alors, l'efficacité vraiment des dispositifs sur les trames vertes et bleues ont été parfois évalués, effectivement, mais en réalité, il manque souvent pas mal de recul pour pouvoir voir vraiment les actions concrètes, puisque finalement, si on parle de végétation, par exemple, le temps qu'un arbre atteigne une taille d'un grand arbre qui peut avoir des fonctions écologiques différentes que quand c'est un jeune arbre, finalement, on n'a pas toujours assez de recul. Là, on parle quand même de choses qui ont une dizaine d'années. Et donc, c'est pas toujours évident d'avoir le recul suffisant. Et c'est surtout qu'il n'est absolument pas évident de vérifier tout cela. Sans avoir fait des études, des relevés écologiques il y a 10 ans, et maintenant, et essayer de voir la différence. Et encore sur une dizaine d'années, des fois, on peut avoir du mal à voir des choses évoluer. Par contre, il se peut qu'on voit des choses évoluer en bien, mais effectivement, malheureusement, on est dans une telle dynamique d'érosion globale de la biodiversité qu'en fait, on se rend compte que les actions qui ont pu être mises en œuvre limite la casse, mais n'enraye pas le déclin de la biodiversité. Mais encore une fois, la question est assez large parce qu'en fait, tout va dépendre des espèces que l'on va étudier, de quel aménagement, à quelle échelle, etc. Mais du coup, l'évaluation concrète de ces politiques est rendue difficile de par aussi les échelles d'analyse mobilisées. Si on fait une trame verte et bleue à l'échelle régionale, il va quand même être difficile de savoir si ça a un réel impact. Donc pour l'instant, je ne dis ni oui ni non. Je suis mitigé sur l'évaluation formelle de tout ça. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez soulevé plusieurs questions, notamment méthodologiques avec les échelles, etc. Et au tout début, vous nous parliez des outils que vous mobilisiez. Justement, comment est-ce que de manière concrète, on peut réfléchir à la mise en place d'une trame verte, bleue ? Voilà, qu'est-ce qu'on utilise ? Comment on choisit les espaces à connecter ? Comment on identifie les corridors ? Et est-ce que vous utilisez des outils spécifiques ? Oui, alors j'ai envie de dire tout commence dans les SIG que les géographes connaissent bien, c'est-à-dire il faut avoir une carte d'occupation du sol qui est le préalable à toute étude en écologie du paysage. Il faut qu'on ait une carte qui soit renseignée avec les différentes catégories d'occupation du sol. Il faut qu'on sache en tout point du territoire si là on est sur de la prairie, de l'urbain, de la forêt, etc. Alors évidemment, selon l'échelle de travail, selon les données que l'on a, on peut travailler à différentes échelles plus ou moins fines sans trop rentrer dans le détail. Mais à partir de là, il faut se poser la question de savoir effectivement sur quelles espèces on travaille. Parce que c'est pareil, la trame verte et bleue, c'est pas la trame du cerf et la trame de l'écureuil et la trame d'une chauve-souris. C'est-à-dire qu'il faut essayer de prendre en compte un maximum d'espèces, que ces espèces bénéficient à plusieurs individus. Et ça, c'est pas évident non plus. Donc, il faut faire des approches multi-espèces pour essayer de choisir des groupes d'espèces
qui sont représentatives de certaines autres espèces. Et en général, on choisit comme ça 10, 15 espèces. Alors des insectes qui se déplacent peu, des mammifères qui se déplacent beaucoup, des oiseaux, etc., qui vivent dans les forêts, dans les milieux ouverts. Donc on essaie d'avoir un petit peu un panel représentatif. Et après, effectivement, on essaye de spatialiser leur habitat sur des cartes. Et donc, pour ça, il faut savoir un petit peu quelle est la taille à peu près de leur tâche d'habitat et puis ce qu'ils préfèrent comme déplacement. Alors ça, c'est pas facile non plus à connaître, mais savoir si tel animal va pouvoir se déplacer plus facilement dans les cultures, dans les prairies, que dans l'eau, que sur les routes. Et donc, une fois qu'on a ces informations, on peut ensuite utiliser différentes méthodes. Pour ma part, j'utilise un logiciel spécifique qui s'appelle Graphab, qui a été développé par mes collègues de Besançon. Et donc, ce logiciel permet donc de spatialiser les tâches d'habitat pour une espèce donnée dont je vous parlais, de modéliser les déplacements potentiels entre ces tâches d'habitat, lesquelles sont connectées ou ne sont pas connectées selon les critères que l'on a rentrés dans le modèle, et ensuite de mesurer, de quantifier la connectivité. Et c'est ça la plus-value principale. Donc en fait, on a un réseau qui est sous forme de graphe. Donc il faut imaginer des nœuds, des ronds qui vont connecter des liens. Et donc ces liens vont pouvoir être réalisés si l'espèce peut se déplacer entre ces nœuds. Et donc cette représentation sous forme de graphe, là je vais essayer de simplifier, permet de mesurer la connectivité et donc de savoir pour une espèce si on a une bonne ou une moins bonne connectivité. Et ce qui est intéressant avec ces approches par modèle, c'est qu'on peut faire de la simulation, c'est-à-dire qu'on peut par exemple mettre une autoroute et voir ce qui se passe. Donc voir combien de pertes de connectivité on peut avoir potentiellement pour telle espèce sur telle zone d'étude. On peut aussi le faire dans l'autre sens, où on rajoute par exemple des espaces verts. On avait fait un article dans le cadre d'un projet qui s'appelle Collectif, où on montrait justement qu'est-ce qui se passe si on végétalise totalement les cours d'immeubles. Et donc dans ce cas-là, on s'aperçoit qu'on a des gains de connectivité potentiels pour certaines espèces qui peuvent être plus ou moins importants à certains endroits qu'à d'autres. Et justement, vous nous expliquiez que vous travaillez sur la métropole de Lyon, ce qui nous intéresse tout particulièrement. Est-ce que vous auriez quelques exemples de ce qui existe aujourd'hui à Lyon, que ce soit en termes de politique publique, d'aménagement ou de projets à venir sur ces questions-là ? Alors, actuellement, dans la métropole de Lyon et sur la ville de Lyon, on a beaucoup de projets de végétalisation qui sont mis en œuvre et qui vont contribuer à renforcer l'armature verte de la ville. Alors évidemment, il est toujours difficile d'évaluer, comme je le disais tout à l'heure, la potentialité de chaque projet à améliorer les questions de connectivité, surtout dans des milieux urbains très contraints. Mais on peut toutefois dire que d'une manière générale, l'ajout de verre dans la ville est de toute façon bénéfique pour la biodiversité. Tout va dépendre évidemment quelles espèces on plante, en évitant les espèces exotiques, évidemment les espèces exotiques envahissantes. Mais et à minima, ce sera bénéfique aux humains pour des questions de fraîcheur, d'ombre, de fraîcheur et aussi d'un point de vue paysager. Donc on va essayer justement d'évaluer un petit peu tout ce qui a été planté ces dernières années à Lyon et de voir un petit peu quels ont pu être les bénéfices sur les réseaux écologiques et essayer inversement d'identifier, voir s'il y a des zones qui mériteraient peut-être d'être végétalisées en priorité par rapport à d'autres. Mais encore une fois, tout est une question d'opportunité, souvent d'opportunité foncière. Et du coup, on ne plante pas non plus ce qu'on veut ou on estime que ce serait le plus efficace, puisqu'il y a évidemment d'autres contraintes, là pour le coup d'aménagement, d'urbanisme qui entrent en compte. Bon, eh bien, je vois que le temps file. On arrive au bout de notre émission. Merci beaucoup, Marc, de nous avoir éclairé sur le sujet et pour toutes ces réponses riches et très intéressantes. Et nous nous retrouvons le 5 mars pour un nouvel épisode de La Chèvre et le Chou. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission et l'ensemble de nos autres podcasts sur n'importe quelle plateforme d'écoute ainsi que sur le nouveau site de Radio Anthropocène. Belle fin de journée à tous et à toutes et à très vite. Merci. Radio Anthropocène.
à l'écoute du changement global.